À la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, le procès dans l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet s'est poursuivi du 22 mai au 14 juillet 2017 avec la comparution de 14 témoins. Depuis l'ouverture du procès en janvier 2016, 57 témoins ont été appelés par le bureau du procureur dans le cadre de cette affaire impliquant l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudet. Composé du juge-président Cuno Tarfusser, de la juge Olga Herrera Carbuccia et du juge Geoffrey Henderson, la Chambre de première instance est chargée de mener des procédures équitables et rapides dans le plein respect des droits des accusés et de la protection des victimes et des témoins. Tout au long du procès, les juges guident les procédures en veillant à ce que les lois soient respectées en tout temps. En fonction des preuves présentées par le bureau du procureur et par les conseils de la défense, les juges décideront si Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet sont innocents ou coupables des crimes dont ils sont accusés. Des 14 témoins présentés entre le 22 mai et le 14 juillet 2017, 9 d'entre eux ont livré le récit de ce qu'ils ont vécu en 2010-2011 lors de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. 3 ont comparu en qualité de témoins experts et 2 en tant que témoins protégés. Tous ont été tenus de s'exprimer sur les faits, et notamment en lien avec les événements qui ont touché les communes de Yopougon et d'Abobo à Abidjan. Alors étudiant au moment de la crise post-électorale, M. Gorei Ange Franck Tosegba a été interrogé sur les différents mouvements politiques en soutien à Laurent Gbagbo auxquels il avait participé. Il a ainsi parlé d'une mobilisation de la jeunesse qui s'organisait autour de Charles Blé Goudet. Confirmant la présence de celui-ci à un meeting au Bar-on-Bar, M. Gorei a parlé de l'origine de l'édification de barrages à Abidjan. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire ce qu'il a dit, ce dont vous vous rappelez ce qu'il a dit, M. Charles Blé Goudet, cette journée-là? Je pense bien que M. Charles Blé Goudet nous a demandé d'ériger les barrages dans les différents quartiers pour empêcher l'ONUCI qui ravitaillait les différents points, qui ravitaillait tout ce qui était au Golfe. En plus de cela, on avait parlé des véhicules des forces nouvelles qui étaient déguisés en véhicules ONU et qui passaient dans les différents quartiers. Il nous avait incité à plus de vigilance dans nos différents quartiers pour pouvoir maîtriser les différentes circulations, les entrées et sorties des différentes personnes. Dans les charges retenues à l'encontre de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudet, le procureur allègue qu'à la date du 3 mars 2011, les forces pro-Gbagbo ont tué 7 femmes et blessé au moins 3 personnes lors d'une manifestation de femmes organisée à Abobo. M. Ouattara Yacouba et M. Bamba Mamadou ont successivement été appelés par le bureau du procureur pour témoigner de la perte d'un de leurs parents lors de cette marche. Tous deux ont raconté comment ils ont appris la nouvelle de la mort pour l'un de sa belle-sœur, pour l'autre de sa fille, et quelles raisons avaient poussé ces dernières à participer à cette marche. Tout le monde était fatigué à Bobo. Tout le monde était emmerdé à Bobo. Tous les soirs, on ne dormait plus. Les obus. L'escadron de la mort venait dans les domiciles. Donc, les femmes ont décidé de marcher. Si ma fille est partie, c'est parce qu'elle voulait libérer la Côte d'Ivoire. Elle voulait quand même que la démocratie soit de maître. Il ne fallait pas confisquer parce qu'il fallait quand même laisser le pouvoir après des élections. Donc ma fille voulait que l'ex-président quitte le pouvoir et remette le pouvoir à celui qui avait gagné dans les urnes. Voilà les raisons pour lesquelles ma fille a aidé à la marche. Apportée comme élément de preuve, une vidéo relative à une manifestation de femmes a été diffusée plus d'une fois en salle d'audience. À l'image, une manifestation de femmes vire à une bousculade généralisée et se termine avec des corps jugés au sol, noyés dans une mare de sang. Une version dite améliorée de la vidéo a été requise par le bureau du procureur auprès d'un témoin expert, spécialiste en techniques audiovisuelles. Auditionné en une journée,
M. Mario Ruiz Mateos a expliqué avoir procédé à l'évaluation de la vidéo pour pouvoir améliorer l'image séquence par séquence. Il a certifié que la vidéo est, d'après ses analyses, authentique. Également entendu en qualité de témoin expert et exerçant au sein de la NFI, l'Institut médico-légal des Pays-Bas, le professeur Atte Klosterman a rapporté avoir étudié des échantillons de dents, d'os et de textiles qui ont été remis par la CPI. Sur la base de 16 victimes, il a déterminé que 14 présentaient un génotype féminin. En lien avec un t-shirt entaché qu'il a eu à analyser et pour lequel il est indiqué dans son rapport que le t-shirt appartenait à une victime de la marche des femmes du 3 mars, le témoin expert a confirmé que ni taches de dents ni ADN n'ont été prélevés. Yes, it needs maybe a little explanation. Oui, peut-être cela nécessite-t-il un peu d'explication. Nous avons examiné les taches de sang sur le t-shirt et nous avons également examiné quelques échantillons autres que le t-shirt. Une personne qui porte un t-shirt, on s'attend à ce qu'il y ait des traces d'ADN sur son propre t-shirt. Nous avons donc sécurisé l'objet en question et nous n'avons pas pu extraire d'ADN sur ces portions du t-shirt à des fins d'analyse ADN. Nous n'avons donc pas tiré de conclusion sur la personne qui aurait pu porter ce t-shirt. Par la suite, 3 anciens soldats des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire ont été présentés à la Chambre. Ayant tous été membres du BASA, le bataillon d'artillerie Sol-Air, ils ont été interrogés sur les différentes missions auxquelles ils ont participé à Abobo et l'armement utilisé. Tous ont parlé d'une atmosphère qui devenait de plus en plus tendue à mesure que le temps passait. Ancien sergent artilleur, M. Kangouté Idriss a raconté dans quel contexte il regagnait sa base au camp commando à Abobo. Au départ, avant la tuerie des dames, quand on arrivait par là, c'est-à-dire au niveau du carrefour mairie, personne ne tirait. On mettait seulement, comment on appelle ça, une doucette face à un quartier où il y a les rails, là, j'oublie un peu le nom. On mettait une doucette là-bas et puis bon, on prenait la voie, on partait, sans même tirer. Mais juste après qu'on nous ait parlé de la tuerie des femmes, quand on arrivait au niveau du carrefour sans manquer, les tirs commençaient souvent jusqu'au camp commando. C'est-à-dire on tirait sur tout ce qu'on voyait. Et nous, comme on était avec comment on appelle les 12-7 et puis éléments des mortiers, on avait certes notre arme individuelle, mais moi je demandais à mes éléments de ne pas tirer. Parce que si effectivement nous devons ouvrir le feu, il faut voir des hommes en armes en face de soi, ou bien des hommes agressifs, mais ce n'était pas le cas. Au 17 mars 2011, le bureau du procureur allègue que les forces pro-Gbagbo ont bombardé le marché d'Abobo en tuant au moins 40 personnes et blessé 60 autres. Lorsqu'interrogé spécifiquement sur cette date, l'ancien caporal M. Sekongozier a dit se souvenir d'avoir effectivement entendu le bruit de bombes. Je me suis demandé ensemble avec certains collègues que ce bruit venait de quelle arme, puisqu'il y avait un peu d'armes sur le terrain dans la ville d'Abidjan. On se posait la question si c'était des chars ou bien... Mais personne n'osait penser à un canon de 120 au moins, à un mortier de 120, parce qu'au moins on s'est dit on est en ville. De son côté, M. Koulibaly Minafé Joseph, ancien brigadier tireur, a avancé que l'ordre d'utiliser les mortiers que le BASA avait à sa disposition venait directement du président de la République. Amplement interrogé sur cette question, le témoin a parlé de la relation qu'entretenait son supérieur, le colonel Dadi, avec le président Gbagbo. Il a expliqué que lors de rassemblements, face au personnel du BASA, le colonel Dadi disait recevoir des ordres directs du président Gbagbo. Oui, il a dit que lui recevait des ordres du président Gbagbo directement, qu'il était l'homme fort de la situation, que le président Gbagbo avait confiance en lui, lui a même confié la sécurité d'Abidjan, il lui faisait confiance, et que tout ce qu'il disait, c'était la vérité, que c'est ce que le président lui disait qu'il faisait.
et que lui était le conseiller militaire du président Gbagbo. Donc c'est eux qui décidaient. Afin de comprendre dans quel contexte l'utilisation de mortiers peut être requise en zone urbaine, le bureau du procureur a demandé à un témoin expert de produire un rapport. Consultant en ingénierie et ancien membre de l'armée britannique, M. Liam Charles Fitzgerald Finch a ainsi expliqué. Il convient dans un contexte où il y a une concentration d'ennemis et pas de population civile, par exemple. Si vous êtes dans le cadre d'une opération de contre-insurrection et que la zone a été évacuée de civils, du point de vue militaire, il conviendrait alors d'utiliser un système de mortier. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, qu'il ne convient jamais d'utiliser de mortier dans une zone urbaine. Je dis simplement qu'un système de mortier convient lorsque vous vous trouvez dans une zone que vous souhaitez empêcher l'ennemi d'utiliser, ou si vous souhaitez causer des dégâts, blessés et morts confondus du côté de l'ennemi. En revanche, dans une zone où il y a une forte concentration de population civile, où l'on risque de causer des dégâts collatéraux immenses, l'utilisation d'un obus ou de munitions à douille renforcée comme le mortier de 120 mm, donc une arme de campagne ne serait pas tout à fait indiquée. En Côte d'Ivoire, le Centre de planification et des conduites des opérations, le CPCO, a pour mission de planifier et de conduire les opérations militaires au niveau national. Toutes les forces armées telles que la gendarmerie, la police et l'armée en dépendent. Le bureau du procureur a appelé M. Twali Bayi Williams, assigné au moment de la crise post-électorale à la cellule de planification du CPCO. Confronté tout au long de son témoignage à des documents et à des vidéos, il a rappelé que le CPCO est une grosse machine dans laquelle, en tant qu'officier, il ne pouvait pas tout savoir. Comme je l'ai dit, s'il y a eu une intention ou des actions qui ont été menées pour fermer ou limiter les accès au golfe, j'avoue que je n'ai pas participé. Quand je dis participer, il y a forcément eu une réunion de travail, mais je n'ai pas participé à cela. Pas parce que ce n'était pas du ressort du CPCO, mais parce que en état-major, c'est, permettez-moi l'expression, c'est une grosse machine. Il y a plusieurs dossiers qui se gèrent. Et vous, en tant qu'officier traitant, ce que j'étais effectivement, plus précisément au J5, vous ne participez pas à tout. Pas dans le sens qu'on vous exclut, mais en ce sens que c'est une machine, il y a la répartition du travail, vous n'êtes pas au parfum de tout. Le seul qui est au parfum de tout, c'est le chef d'état-major. Plus loin, M. Twali Bayi Williams a confirmé que la zone d'Abobo à Abidjan était le théâtre de plusieurs opérations militaires. Abobo à Niamey, c'était une zone qui était largement occupée. Donc, quand on dit militairement parlant qu'une zone est occupée par l'ennemi, c'est que des axes sont contrôlés par ce dernier, des positions sont tenues par ce dernier. Donc effectivement, cette partie du territoire, au fur et à mesure, échappait au FDS. Le bureau du procureur a également appelé l'un après l'autre un caméraman et un journaliste. Tous les deux présents à Abidjan du 17 mars au 13 avril 2011, ils ont réalisé un documentaire intitulé « Inside the Battle for Ivory Coast » pour la télévision britannique. Tous les deux, en salle d'audience, ont raconté ce qu'ils ont vu et compris de la situation d'alors, notamment lorsqu'ils se rendaient dans des meetings de Charles Blé Goudé. Pour M. Alexander James Roth, caméraman anglophone, il a expliqué s'être senti menacé lorsque des gens lui signifiaient par des gestes qu'ils allaient lui trancher la gorge. De mémoire, il y avait un geste en particulier qui m'a marqué. Je me souviens qu'un homme avait fait un geste comme celui-ci de la main devant la caméra. Je peux simplement vous expliquer comment je me suis senti. Je me suis senti menacé. Un homme faisait un geste devant la gorge. Je me suis senti menacé. Et cela était très intimidant. De son côté, M. Segui Rhodes a raconté leurs excursions dans les casernes militaires de l'armée ivoirienne.
Il a expliqué avoir été surpris de pouvoir y rentrer facilement, tout comme de nombreux jeunes qui y étaient présents. Il a également décrit des scènes où des jeunes, d'après lui inexpérimentés, évoluaient dans la caserne. Est-ce que vous vous souvenez avoir observé la réaction de ces officiers militaires lorsque les papiers leur étaient remis? Oui, effectivement, ça m'a frappé. J'étais très mal à l'aise de voir ce qui semblait être des hauts gradés de l'armée. Ils étaient plus âgés, ils avaient beaucoup de grades, d'insignes. Je ne sais pas quels étaient leurs grades exactement, mais c'était manifestement des hauts gradés, mais qui n'étaient pas en charge. Ils n'étaient pas à l'aise non plus. C'était leur base, mais ils ne contrôlaient rien. Ils semblaient très mal à l'aise. À différents moments, ils ont appelé leurs subordonnés, ou ceux qui semblaient être un subordonné, en pointant du doigt assez mécontent, pour lui demander d'aller régler un problème quelque part, alors qu'il y avait de jeunes hommes qui ne semblaient pas avoir de formation ni de discipline et qui semblaient contrôler la situation à la base. Il semblait donc très mal à l'aise. Confronté à un extrait de ce qui avait été filmé sur place, le journaliste Siggy Rhodes a parlé des différents barrages routiers érigés dans toute la ville. Il a expliqué avoir une fois pu y tourner des images grâce à l'intervention de son contact sur place et avoir pu interviewer les gens qui régulaient la circulation à ces barrages. Ils nous ont dit qu'ils arrêtaient les véhicules qu'ils considéraient comme suspects, qu'il fallait les fouiller, que de temps en temps ils voyaient ça à partir de la plaque d'immatriculation ou sur le visage des occupants qu'il y avait quelque chose de suspect. L'impression, non pas, c'est pas une impression. Mais ils ont dit clairement qu'ils cherchaient des gens qui avaient des traits du Nord. Ils nous ont donné également des exemples de noms qu'auraient portés ces gens, des noms à consonance musulmane. Le procès dans l'affaire Le procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé reprendra après les vacances judiciaires le lundi 28 août 2017.